Bonsoir, mardi 28 avril, bienvenue dans cette nouvelle édition spéciale sur TV78. Et pour commencer, comme chaque soir, le point sur la propagation du Covid-19 dans les Yvelines. Hier lundi, 408 décès a été recensés dans le département, soit 7 de plus en 24 heures. Le nombre d'hospitalisations, lui, a reculé. Ce lundi, 826 patients ont été concernés sur le territoire, 115 toujours placés en réanimation. Enfin, 1337, le nombre de patients désormais guéris du Covid-19 dans les Yvelines. 43e jour de confinement et sa prise de parole était attendue à moins de 2 semaines de la date du 11 mai. Édouard Philippe s'est exprimé cet après-midi devant les députés à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre a détaillé le plan déconfinement du gouvernement, à retenir principalement un déconfinement qui se fera par territoire avec l'appui des collectivités territoriales à partir du 11 mai où tous les Français devraient pouvoir accéder à un masque grand public, réouverture de tous les commerces à l'exception des cafés et restaurants. Une décision sera prise fin mai. Objectif de 700 000 tests sérologiques par semaine. Enfin, la réouverture des crèches, écoles maternelles et primaires à partir du 11 mai où le masque ne sera pas obligatoire pour les enfants. Il le sera en revanche pour les élèves de 6e et 5e qui reprendront le chemin de l'école à partir du 18 mai. Décision sur la réouverture des lycées qui sera prise, elle, fin mai. C'était un discours attendu, mais pas forcément de mesures précises annoncées, regrette la sénatrice des Yvelines, Martha de Cidrac. J'ai quelques doutes sur l'efficacité d'un tel discours dans un moment quand même qui est somme toute grave et pour lequel nous attendons des informations très concrètes. Pour l'aspect territorial, en fait, du déconfinement département par département, il a fait référence à ce qui avait déjà été annoncé par le président de la République, à savoir le binôme, si je puis dire, préfet-maire. Donc c'est quelque chose qui va de toute façon dans le bon sens, mais il n'y a rien de nouveau. Sur le volet des masques obligatoires, il a été clair pour dire que pour les enfants, ce n'était pas approprié. Il a évoqué pour les collégiens, dans le cas où certains ne pourraient pas s'en fournir, il faudrait que on leur en fournisse. Là où il me manque, moi, des informations pour me prononcer pleinement sur ces mesures-là, c'est que qui les fournit, dans quelles conditions et à quel moment. Et moi, ce que je relève en réalité sur l'ensemble d'ailleurs de ce qui a été dit, c'est que il y a énormément de choses qui vont incomber de plus en plus aux communes. Inquiétude également du côté des maires. Grégory Garestier est élu à Maurepas. Il s'interroge sur les conditions de la reprise dans les écoles notamment. Il était temps parce que on annonce un déconfinement à partir du 11 mai et que pour les élus locaux, pour qu'on puisse s'organiser, il nous reste plus que 7 jours ouvrés à peu près. Donc les mesures qui ont été annoncées sont évidemment les bienvenues. Malgré tout, il n'y a pas trop de nouveautés. Sans l'aide des élus locaux et sans les élus de terrain, l'État ne peut rien faire. Donc c'est à aussi l'État de nous accompagner. Donc on a quand même une petite bonne nouvelle, c'est qu'on aura au moins 50% du coût des masques que nous avons achetés pour le grand public qui sera pris en charge. Donc on attend les détails après. Moi je reste quand même inquiet sur la reprise scolaire le 11, même si on se prépare déjà depuis quelques jours, quelques semaines en interne. C'est l'accueil des enfants, les flux, les gestes barrières, la formation du personnel municipal, les produits à utiliser, est-ce qu'on sera en capacité, et aussi la responsabilité qui est la mienne, qui est celle des élus locaux, qui n'a pas été abordée. Enfin, côté professeur, le port du masque obligatoire pour les collégiens rassure. En revanche, quelques réserves sont émises sur la limitation des classes à 15 élèves, des conditions difficiles à tenir dans des salles de classe parfois petites. Écoutez. Ces annonces ne nous ont pas vraiment surprises déjà, puisque sur le terrain, on voyait bien que les conditions étaient compliquées à mettre en œuvre. Donc cette reprise décalée pour les lycées, finalement, n'est pas très surprenante. Il n'y a pas grand-chose de nouveau qui a été annoncé. Donc sur les 15 élèves maximum par classe, c'est déjà un chiffre qui était évoqué depuis très longtemps et qui sera compliqué à mettre en œuvre. Sur le port du masque à la fois donc des personnels encadrants, professeurs, agents techniques, etc. C'est évidemment une bonne chose. C'est tout ce qu'on demandait. Et le fait de rendre ça obligatoire également pour les élèves de collège, alors on espère que quand la reprise en lycée sera évoquée, ce sera également le cas, c'est aussi quelque chose qui est pour nous essentiel. Mais encore une fois, avec ce décalage de la reprise, qui sera d'ailleurs différente selon les départements. Dans les Yvelines, on sait effectivement qu'on a un département qui est très touché, que on a eu beaucoup d'épaulements des transports, etc. Donc ça sera sans doute plus compliqué dans notre département. Voilà pour ces annoncées réactions avec un travail législatif qui a désormais débuté.
Et nous vous parlions hier de cette disparition, le docteur Jacques Fribourg, médecin urgentiste qui a été emporté ce week-end par le coronavirus à l'âge de 68 ans. Les hommages aux fondateurs des urgences de l'hôpital privé de Trappes se multiplient. Le maire de Trappes, justement, Guy Malandin, a fait savoir qu'il souhaitait donner le nom de Jacques Fribourg à un espace public de la ville. Une volonté en l'honneur de ses compétences, son humanisme et de son engagement professionnel pour sauver des vies, dit l'élu. Dans un communiqué, une délibération sera proposée à ce sujet au prochain conseil municipal. Et Jacques Fribourg qui laisse bien sûr un grand souvenir à l'hôpital privé de l'Ouest parisien à Trappes où il a exercé une grande partie de sa carrière. L'établissement qui continue, comme les autres dans les Yvelines, sa lutte contre le virus. Hier, une remise de masques et de protection s'est déroulée sur place, des distributions assurées par la région Île-de-France qui a importé 15 millions de masques depuis la Chine. Le reportage de Nicolas Dandry et de Patrick Jacques de Dixmude. 800 masques de type FFP2, une centaine de surblouses. Tout ce matériel est remis à l'hôpital privé de l'Ouest parisien basé à Trappes. Des équipements nécessaires pour cet établissement pour restructurer des stocks après une période de tension. Ceci va permettre notamment de donner à notre personnel des masques que nous avons déjà pour toutes les personnes qui vont venir pour des consultations, des visiteurs, pour ceux qui sont autorisés à rentrer, ceux qui ont des masques qui sont en tissu qui protègent certes tous ceux qui n'ont pas de masque. On a une certaine amélioration, on a un peu moins de patients Covid qu'au départ. On sent que le pic diminue. Après, on reste vigilant parce qu'on a toujours tous les gestes barrières et on est en zone de confinement de toute façon sur le territoire comme toute la France. Donc on attend de voir un peu comment le déconfinement va se passer et on reste prudent. Moins de patients, une amélioration de la situation sanitaire. De son côté, la région Île-de-France continue de fournir des équipements en fonction des besoins. Chaque élu sur son territoire par la région était mandaté pour prendre la tâche des structures de santé. Donc j'ai eu le directeur général qui m'a indiqué son type de besoin plus précisément, entre chirurgicaux, pas chirurgicaux, FFP2. Et puis ensuite la région a prévu un lot pour l'hôpital de Trappes que je suis venu apporter aujourd'hui. Dans quelques jours, des masques FFP2 seront remis aussi au centre Covid-19 de la ville de Montigny-le-Bretonneux. Début mai, des masques cette fois-ci grand public devraient être plus accessibles pour les Français. C'est une promesse d'Édouard Philippe. En attendant, vous pouvez en trouver du mardi au samedi sur le marché Notre-Dame à Versailles. Le fabricant Mousse Robert, implanté en Eure-et-Loire, vend habituellement de la mousse sur mesure sur ce marché. Avec la crise sanitaire, il s'est reconverti dans la fabrication de masques en coton et a été sollicité par la municipalité pour les vendre aux Versaillais. Les propos recueillis par Aurélie Ronze et Patrick Jacques de Dixmude. Le masque demande des normes, donc on a respecté la norme AFNOR de façon à proposer un masque qui ne pose pas de problème pour les clients. Ce qu'on préconise, c'est de le laver à la main, en fait, de faire un lavage au savon de Marseille, puis le rincer, puis ensuite prendre la bouilloire et faire chauffer de l'eau à 90 et laisser environ 5 minutes et verser cette eau chaude sur le masque, ce qui le stérilise. Et ensuite le laisser sécher au soleil. Bon, on a de la chance, on a du soleil en ce moment. Autrement, il y a et après de le fer à repasser. Donc savon de Marseille, eau chaude, très chaude, plus le fer à repasser, les virus, ils sont pas à la noce, quoi. Le marché Notre-Dame qui fonctionne partiellement depuis plus d'une semaine maintenant grâce à des stands disposés à l'extérieur des halles. Sa réouverture totale n'a pas été autorisée pour autant par le préfet des Yvelines. Elle a repris son activité depuis aujourd'hui malgré la crise sanitaire. L'usine Renault de Flins-sur-Seine vient de relancer progressivement la production. Seul un tiers des 1300 salariés ont repris le chemin du travail aujourd'hui pour respecter la distanciation sociale. Le passage par un sas pour une prise de température et une distribution de gel hydroalcoolique est désormais obligatoire pour accéder au site de 237 hectares. Et des mesures jugées pour autant insuffisantes pour les syndicats sur place où sera produite une centaine de voitures par jour. Dans le nord des Yvelines, toujours à Mantes-la-Ville plus précisément, le centre d'études et d'initiatives musulmanes des Yvelines propose à 300 familles dans le besoin des colis de denrées alimentaires. Depuis le début de cette crise sanitaire, de plus en plus de personnes font appel à l'association. Pour répondre aux demandes, le CEMI a renforcé son équipe de bénévoles. Patrick Jacques de Dixmude et Mathilde Demy.
Hébergement d'urgence, maraude avec distribution de repas chauds, remise de colis alimentaires, le Centre d'études et d'initiatives musulmanes des Yvelines offre toute l'année aux familles les plus démunies des vivres. Avec le confinement, le nombre de familles demandeuses a triplé. Donc on a un peu plus de 300 familles qui sont ravitaillées. Donc en ce moment, on distribue plus de 6 tonnes par semaine. Voilà, donc ça correspond à un peu plus de 1200 personnes qui bénéficient de cette aide de colis alimentaires. Donc très concrètement, entre les produits secs que nous distribuons, plus les produits frais que nous récupérons auprès de nos partenaires de la grande distribution, donc tout ce qui est légumes, viande, fruits, laitage. Chaque famille bénéficie d'un colis hebdomadaire à peu près d'une valeur de 50 €. Donc ce qui fait à peu près que nous injectons dans le budget des ménages à peu près 200 € par mois. Pour les maraudes, les repas chauds sont cuisinés sur place dans les cuisines de l'association. Les colis alimentaires sont pesés, préparés avant d'être distribués aux familles. Les 50 bénévoles se relaient toute la journée pour travailler 7 jours sur 7, comme Philippe qui a rejoint l'équipe au début du confinement. Au début de ma mission, j'étais surtout affecté à la collecte dans les magasins. Régulièrement, en fait, le réseau de collecte s'est agrandi, aussi bien en nombre de points de vente de collecte que de distance. Donc là encore ce matin, j'étais avec mon équipier au Neubourg, en Normandie. Et puis progressivement, j'ai un petit peu touché à toutes les tâches de l'association. Donc je fais aussi de la maraude le samedi soir, aussi du dispatchage de marchandises, aussi de la préparation de colis avec des fiches à remplir manuellement, ce qui est très long. Pour le président de la mosquée, une crainte persiste, les grossistes manquent peu à peu de provisions et les donations se font de plus en plus rares. La matière première, c'est les denrées alimentaires. Donc ça, c'est très difficile. En ce moment, on arrive au déconfinement, mais bon, je pense que la situation va durer quand même un moment. Par exemple, la banque alimentaire, tout ce qui est les cartons alimentaires, donc on commence plutôt à arriver à la fin de leurs réserves. La semaine dernière, pour vous dire qu'habituellement, on était approvisionné de 4-5 palettes. La semaine dernière, on n'en a eu qu'une. Donc voilà, ça vous donne un peu une idée de l'échelle de la baisse des provisions. Donc ça nous inquiète sérieusement. Donc du coup, on essaye de faire des appels aux dons pour qu'on puisse compenser par l'achat auprès de grossistes de ces quantités qui vont manquer les jours et les semaines à venir. L'association basée sur Mantes-la-Ville œuvre dans un rayon allant jusqu'aux Mureaux. Même si la demande est plus forte pendant la crise sanitaire, le Centre d'études et d'initiatives musulmanes des Yvelines continuera ses opérations. 2 frères en tour du monde à vélo, c'est l'aventure d'Eibro que vous suivez sans doute sur TV78 au gré d'épisodes. Nous vous avons également proposé un reportage récemment sur leur confinement au Pérou, l'aventure d'Eibro qui a été mis en tout cas en pause pour le moment en raison des mesures sanitaires. Ils sont revenus en France, les 2 frères taurins qui sont avec nous, Kevin et Guillaume, bonsoir. 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 Vous avez donc dû revenir en France, c'était jeudi dernier, hein. Vous êtes revenu jeudi dernier, le 23 avril, vous étiez en confinement au Pérou. Déjà, le fait de rentrer, cette décision, pourquoi l'avoir prise? Est-ce que c'était une décision difficile à prendre? Oui, très difficile à prendre, parce qu'on a initialement, au début du confinement au Pérou, on voulait rester au Pérou, on pensait attendre quelques semaines. Mais au fil des semaines, on a vu la situation s'aggraver et puis entendre différents présidents dans le monde dire que cette situation allait durer très longtemps. Deuxièmement, le Pérou a fermé ses frontières le 22 avril. Donc nous, avant cette période, on s'est dit, mais est-ce que c'est raisonnable de rester aussi longtemps au Pérou? Et qu'est-ce qu'on va y faire pendant tout ce temps si on doit rester très longtemps? Donc en mettant d'un côté les pour et d'un côté les contre, on s'est dit que le plus raisonnable pour nous, pour notre santé, c'était de rentrer en France. Ouais. Et Kevin, Guillaume le dit, les frontières du Pérou étaient fermées. Du coup, comment ça s'est organisé, le rapatriement? Comment vous avez pu revenir en France? Alors en fait, c'est un peu particulier. C'est les frontières, en fait, c'est l'espace aérien qui était fermé à partir du 22 avril. Il faut savoir que les frontières ont été fermées mi-mars, en gros au début du confinement au Pérou. Les frontières terrestres et les frontières aériennes, mais on va dire plus touristiques. Donc du coup, on a eu en fait des vols à destination de Paris, mais avec un convoi assez particulier. On n'était plus à l'aéroport international de Lima, on était à l'aéroport militaire. Donc on était carrément déposé sur le tarmac
Et donc c'est les militaires qui nous ont pris en charge, les militaires français, les militaires péruviens et la gendarmerie aussi française. Ça nous a fait c'était assez intriguant de les voir sur le territoire péruvien et étranger pour le coup. Après, ça s'est très très bien passé, une organisation assez incroyable même de la part de l'ambassade de France au Pérou. C'est hallucinant tout ce qui a été mis en œuvre pour, on va dire, on dit rapatriement, mais en soi c'est pas le terme exact apparemment. Mais donc on a saisi cette dernière opportunité de rentrer dans des conditions vraiment spectaculaires à Paris. Pour ceux qui n'ont pas vu le reportage sur votre confinement au Pérou, ça ressemble à quoi d'être confiné au Pérou ? Il y a plusieurs règles qui ont été mises en place assez rapidement par le Pérou. La première, c'était un couvre-feu. Donc à partir, alors selon les régions bien sûr, mais en gros à partir de 18h, on ne pouvait plus sortir jusqu'à 5h du matin le lendemain. Pendant un moment, il y a eu des sorties que par genre. Donc certains jours étaient réservés aux hommes et d'autres jours pour les femmes. Ensuite, il y a eu les magasins, beaucoup de magasins qui étaient fermés, mais ça, c'était pareil en France. Et c'était beaucoup de petites règles qui se mettaient en place assez rapidement au Pérou. Le port du masque qui était obligatoire. Il conseillait aussi de porter des gants. Donc c'était difficile à trouver, mais c'est vrai que le Pérou, au bout de 2 semaines de confinement, il y avait beaucoup qui avaient des masques. Alors pas les bons masques, c'était de la débrouille, tout ça, mais la population s'est adaptée assez rapidement. Confinement au Pérou et maintenant c'est le confinement en France, Kevin. Et voilà, du coup maintenant c'est confinement en France, donc l'un, Guillaume, est dans les Yvelines, tout proche de vous, et l'autre, donc moi, je suis plutôt planqué en Bretagne. Dépaysement total pour le coup, on est passé de Lima, une ville très très peuplée avec pas mal à l'époque de pollution, à une bonne campagne française. Ça fait quand même bien plaisir de revoir tout ça, même si le décalage est pour le moment assez fort. Il n'y a pas que le décalage horaire, il y a plein de choses qui reviennent, c'est assez particulier, mais donc là on se met comme en quatorzaine, apparemment c'est ce qu'il faut dire, le temps on constate bien quand même, on a été dans un avion, plus de 300 personnes en contact, 12 heures dans l'avion, donc on essaie d'enlever les symptômes du coronavirus si on avait, et puis on va ressortir tranquillement, on l'espère tous, le 11 mai apparemment. Date du 11 mai, effectivement, qui sera le début du déconfinement. Et tout ça, alors cette aventure, elle a duré presque 2 ans. Vous êtes passé par l'Europe, l'Afrique, l'Amérique du Sud pour terminer. Je parlais tout à l'heure de pause. Vous me confirmez bien que c'est une pause. L'idée, c'est aussi de repartir dès que les conditions seront remplies ? Oui, tout à fait. Oui. L'idée initiale, c'est de faire un tour du monde à vélo. Donc, il est important pour nous d'aller au bout. Donc on va attendre le temps nécessaire et repartir dès que possible. Je sais que c'est dur à résumer en quelques secondes, mais qu'est-ce que vous en retenez, en tout cas de ces 2 premières années quasiment de tour du monde à vélo, de petits tours du monde à vélo du coup? Petit, je ne sais pas, il y a quand même, il y a quand même 2 continents effectivement, mais en tout cas voilà, ce début de tour du monde, qu'est-ce que vous en retenez? Je pense que, me concernant, il y a beaucoup d'éléments à retenir. Il y a d'énormes rencontres qu'on a fait qui nous ont vraiment marqués pendant le voyage. Il y a aussi l'aspect un peu plus négatif qui est tout ce qui touche à la pollution et aux déchets qu'on retrouve dans la nature. Et ça, c'est un constat qu'on a tous remarqué. C'est qu'il y a de la pollution partout et qu'il est très 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 important et urgent de faire attention à notre petite planète. Et c'est une aventure extraordinaire et c'est sûr là aujourd'hui déjà on n'en revient pas comme on était parti à l'origine. Il y a eu beaucoup de changements même dans le voyage et c'est à vivre pour se rendre compte, pour que les gens puissent se rendre compte que c'est une autre vie et c'est très enrichissant. Je vous vois acquiescer, Guillaume, peut-être des choses à ajouter, vous êtes totalement d'accord avec Kevin? Oui, tout ce qu'il vient de dire, oui, c'est exact. Quand on est parti, on pensait pas que ça allait être aussi fort, aussi prenant. Il y a toutes les cultures qu'on a aussi rencontrées, ces différences entre eux. Par exemple, le nord de l'Afrique et puis l'Amérique du Sud, qui est totalement différente et qui nous ont enrichis. Du coup, on a hâte de boucler tout ça.
Eh bien, on vous souhaite de repartir très vite. Merci Kevin et Guillaume Thorin d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci, avec plaisir. Et on pourra retrouver prochainement quelques nouveaux épisodes des aventures d'Aibro, des derniers épisodes tournés avant cette période de confinement. Voilà, c'est la fin de cette édition spéciale. Merci de l'avoir suivi. Restez chez vous et très belle soirée sur TV78.